Frank Ocean. Alors Frank Ocean, depuis que je le connais, ça a toujours été un modèle pour moi. Alors je sais pas si vous avez vu, mais par contre j'ai fait l'effort de dire Frank Ocean, mais par contre clairement pendant tout le long de la vidéo, je vais plutôt remplacer l'accent anglais par un accent bien franchouillard, c'est-à-dire que je vais l'appeler Frank Ocean. Voilà. Je l'ai connu grâce à la chanson Swim Good et la mixtape Nostalgia Ultra, mais c'est vraiment du temps de Channel Orange où vraiment il a pris une place très très importante dans ma vie. Vous pouvez demander à n'importe qui de mon entourage qui habitait avec moi à cette époque, j'écoutais cet album absolument tous les jours, plusieurs fois par jour, et ce pendant environ 1 an je dirais. Et quand j'ai vu que le 10 juillet dernier c'était l'anniversaire de Channel Orange, j'ai vraiment voulu faire une grosse vidéo d'analyse sur cet album pour lequel j'ai un affect qui est vraiment très très fort. Du coup, je sais aussi que la vidéo va certainement être plus longue que d'habitude. J'ai vraiment séparé la vidéo entre le début de sa vie et le début de sa carrière, la mixtape Nostalgia Ultra et une mini-analyse dessus, et surtout la grosse analyse sur Channel Orange. Il va y avoir un timecode qui va s'afficher en bas, mais vous le verrez aussi dans la description ou un commentaire ou un truc comme ça, mais je le mettrai quelque part. Si je fais une analyse aussi grosse de cet album, c'est parce que, comme je disais au début, Frank Ocean, grâce à cet album, c'est devenu un modèle pour moi. Et j'incite au plus mon entourage d'avoir Frank Ocean comme modèle. Je pense que le monde se porterait bien mieux si on avait tous comme modèle Frank Ocean. Battle 1, fight! En février 1993, Christopher Bro, 6 ans, mange avec son père dans un restaurant de la Nouvelle-Orléans. Mais la sortie père-fils s'arrêtera brutalement quand son père se disputera avec le serveur et forcera son fils à quitter la table. La raison ? Le serveur était un transsexuel. Intolérable pour son père d'être servi par un faggot. Cet épisode marquera à jamais la vie de Christopher, car ce sera aussi la dernière fois qu'il verra son père. Après ce restaurant, il partira sans raison. Il ne verra plus jamais son père de toute sa vie. Son grand-père maternel deviendra alors sa seule figure paternelle. Ancien addict au crack, il trouvera sa deuxième chance en tant que père avec Christopher. Ils seront tellement proches que le petit aura le même surnom que lui, Lonnie. Lonnie décidera très vite de se mettre au piano, bizarrement l'instrument que son père absent adorait jouer. Il écoutera la musique de sa mère, souvent dans la voiture, au retour des cours. Céline Dion, Anita Baker, la BO du Fantôme de l'Opéra, attireront le petit Lonnie, impressionné par le pouvoir de la musique. C'est d'ailleurs en essayant d'égaler les voix qu'il entend à la radio qu'il apprendra progressivement à chanter juste et à découvrir son timbre. Mais il restera une chanson qu'il n'arrivera pas à égaler. Christopher n'arrive pas à crier comme sa nouvelle idole Prince. Non pas qu'il ne peut pas, mais plutôt qu'il en a peur. Peur de crier et de sortir des émotions qu'on lui a toujours dit de taire. Mais Christopher, lui, il aimerait bien battre cette introversion maladive, cette timidité pesante et ce sentiment d'abandon inévitable. En fait, il aimerait juste crier. Sa sensibilité de petit garçon est mise à rude épreuve dans son quartier. Les petits garçons ne doivent pas pleurer, n'est-ce pas ? Alors le petit Chris utilisera la musique pour évacuer cette sensibilité qui le hante. Maintenant, il n'a plus besoin de s'isoler pour pleurer. Il n'a juste qu'à chanter. Alors, quand Lonnie ne jouera pas à Soul Calibur, il se posera sur son lit, avec son magazine Rob Reports, et contemplera les belles voitures affichées en double page, en écoutant l'album de Stevie Wonder comme un échappatoire. La musique n'est plus un hobby, mais déjà un sérieux choix de carrière pour Christopher. C'est donc en toute logique qu'à 18 ans, Christopher Bro s'inscrira à l'université de la Nouvelle-Orléans pour étudier la musique. Mais comme un appel du destin, les plans du pragmatique Lonnie seront bien vite totalement dérangés. Tout comme les maisons que vous voyez ici, celle de Christopher sera aussi inondée, mais son studio de musique sera la plus grande victime de l'ouragan. Totalement détruit, ses projets seront inutilisables. Mais Christopher décidera que ce tragique événement ne sera pas une fatalité pour lui. Il ne laisse pas les émotions de cette dure perte le noyer et réagira très vite en pliant bagages pour se construire une nouvelle vie en Californie. Avec sa petite amie de l'époque à ses côtés, ses carnets d'écriture dans le coffre et 1100 $ en poche, Christopher ira à nouveau rejoindre les vagues. Mais pas les vagues destructrices de la Nouvelle-Orléans. Il ira voir cette fois les vagues calmes et inspirantes de la terre de l'American Dream à Los Angeles.
Un soir, alors qu'il sortait d'un énième job mal payé, un ami qui devait lui rendre son ordinateur l'incitera à monter chez lui. Chez lui où se déroulait une soirée remplie de producteurs, auteurs et artistes de la musique. Christopher, pas très à l'aise, se forcera à monter. Il fera nerveusement écouter ses productions et surtout les paroles qu'il avait écrites à toute l'assemblée. Quelques semaines après, c'était plié. Christopher Bro devient un ghostwriter, un auteur de titres pop. Et il fait partie de ceux qui travaillent dans l'ombre, pour les plus grandes stars. Si sur le plan professionnel, sa vie commence à progresser, sur les autres plans, il régresse. Sa famille est loin de lui, il travaille beaucoup et se sent seul. Ce sentiment de solitude réside aussi dans ce cœur brisé qui le hante. C'était la première fois qu'il tombait amoureux à l'été 2008. Mais l'amour, c'est pas comme la carrière professionnelle. On ne peut pas tout contrôler. Et surtout, pas les sentiments de l'autre. L'autre, ce sera celui qu'il n'aimera pas en retour. My right hand to God, left hand holding the juice. Oh yeah. My right hand to God, left hand holding the juice. Christopher a toujours eu du talent pour écrire de la musique, c'est indéniable. Mais jusqu'ici, il s'orientait vers des sonorités R&B peu originales, un peu à la R. Kelly. Mais ce chagrin d'amour ouvrira de nouvelles portes dans son imagination. Et bien que le R&B soit un des genres musicaux qui exploitera le plus ses peines de cœur, Chris trouvera une nouvelle manière de l'exploiter, sa manière à lui. Il écrira alors un nombre incalculable de chansons, que se partageront entre autres Justin Bieber, John Legend ou Brandy. Toute cette productivité l'amènera d'ailleurs à rencontrer un des meilleurs ghostwriters de l'industrie, Tricky Stewart, à qui on doit entre autres Baby de Justin Bieber, Umbrella de Rihanna, Ride de Ciara et Single Ladies de Beyoncé. Avec sa notoriété au sein du label Def Jam, il forcera les producteurs à signer Christopher Bro comme un artiste, auteur, interprète, solo. Bon, le problème avec Def Jam, c'est que vraiment, ils en avaient un peu rien à foutre de ce petit artiste au cœur brisé. Et que normalement, quand un artiste va signer avec un label, c'est aussi parce que le label va promettre de soutenir à la fois moralement, mais aussi financièrement, les projets de l'artiste. Sauf que Def Jam, à cette période, ils avaient déjà signé Beyoncé, Kendrick Lamar et tout ce petit monde-là. Donc clairement, le petit Christopher Bro, ils en avaient absolument rien à foutre. Donc du coup, pendant plus d'un an, en fait, ils vont totalement négliger cet artiste. Et Christopher aura vraiment juste à se débrouiller par lui-même, même s'il a signé. Mais bon, évidemment, Tricky Stewart ne sera pas du tout la seule rencontre influente que Christopher Bro va faire pendant cette année 2009. Vous allez voir, l'autre personne est un personnage très atypique. Ça, c'est Tyler the Creator. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment une personne calme et introvertie. Et pourtant, Tyler et son crew créatif underground de californien Hot Future ouvriront très rapidement les horizons de Chris. Hot Future étant un crew qui s'est construit tout seul, avec ses propres moyens, sans label, pourquoi pas lui aussi? Cet esprit DIY et de fonceur enivreront Chris, qui le jour de son 23e anniversaire, ira officiellement changer son nom à la mairie du coin, pour devenir, au nom de la loi, Frank Océan. Il travaillera pendant des mois sur son projet personnel, seul, sans l'aide du label qu'il avait pourtant signé. Ce projet sortira sous la forme d'une mixtape gratuite sur internet le 16 février 2011. Ce projet, c'est Nostalgia Ultra. Every single record, auto tuning, zero emotion, muted emotion, pitch corrected, computed emotion. Nostalgia Ultra ira finalement bien au-delà de la simple forme de la mixtape gratuite, plutôt commune dans la musique urbaine. Ici, Frank nous présente carrément une compilation de titres, comme celle que les jeunes des années 80 faisaient pour partager leur son préféré avec leurs proches. La mixtape n'a pas vraiment de style prédéfini, c'est juste un enchaînement d'émotions différentes, d'analyses personnelles et de faits observés attentivement. Frank déroule, rembobine, manipule la musique autant que la cassette. D'ailleurs, pour rester dans le style de la compilation de fans, Frank utilisera énormément de samples pour cet album. De Coldplay à MGMT, en passant par les Eagles, Frank s'en contrefout des droits d'auteur. Il fait juste sa musique, qui forcément va découler de celle des autres. En plus d'avoir une musicalité extrêmement éclectique et de bon goût, Frank nous montre surtout ses talents de storyteller. Nostalgia Ultra traitera uniquement de l'amour sous toutes ses formes.
Fort de ses expériences passées, dont il parle avec énormément de nostalgie, d'où l'hyperbole du titre, Frank prend un recul considérable et réussit avec honneur à nous provoquer des émotions universelles. Bien que les détails ne soient pas les mêmes, les expériences sont communes à tous. Que ce soit l'amour amical, les souvenirs avec un pote d'enfance et la difficulté à se résoudre à la vie responsable d'un adulte dans Strawberry Swing, il exploitera aussi l'amour charnel qu'il partage avec les femmes dans la plupart de ses titres, dont Novocaine. Un bijou d'écriture où il comparera l'anesthésie qu'utilise quotidiennement une jeune femme dentiste à l'anesthésie qu'elle-même lui provoque par ses prouesses au lit. La philanthropie, l'amour de l'humain restent un des thèmes que Frank relate le mieux à mes yeux, notamment avec le sublime We All Try. Mais les chansons les plus impactantes de la mixtape resteront celles parlant de son cœur brisé. Brisé par la mort récente de son grand-père et l'absence de son père dans There Will Be Tears, brisé par une ex, l'amenant à une certaine forme de folie suicidaire, voire meurtrière dans Swim Good, ou encore brisé par l'amour et ses règles, typiquement américaines, dans American Wedding. Bon, évidemment, je peux pas faire une analyse énorme et complète de la mixtape Nostalgia Ultra. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire, moi ça me plairait de ouf de le faire, c'est déjà tout prêt, parce que c'est dans ma tête, mais je peux pas tout faire, la vidéo elle va durer 2 heures et c'est pas vraiment l'intérêt. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette mixtape, qui est quand même le premier projet autoproduit et financé par Frank Ocean, ça va être quelque chose quand même de très calculé, il n'y a rien qui va être laissé au hasard. Par exemple, dans la chanson Novocaine, il va faire une référence à Eyes Wide Shut, le film de Stanley Kubrick. Et quelques chansons après, dans Love Crime, l'outro de la chanson, ça va être justement le monologue de Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, qui va justement contrebalancer la thématique des deux. Ce qui fait que du coup, Nostalgia Ultra va vraiment être une œuvre qu'il faut prendre dans son ensemble. En gros, pour résumer, on peut juste dire que Frank Ocean, dès le début, il est clairement pas là pour se foutre de notre gueule, quoi. Nostalgia Ultra a fait tourner la tête de plusieurs artistes mainstream, notamment Pharrell Williams, Nas et Beyoncé, qui ont tout de suite insisté pour travailler avec ce nouveau prodige. Kanye West et Jay-Z ont même réservé la place d'honneur à Frank pour leur album commun Watch the Throne, où Frank apparaîtra 2 fois en featuring. À la suite de cet engouement inattendu et très bénéfique pour Frank, son label Def Jam commencera enfin à se réveiller et à se rendre compte du talent qu'ils avaient toutes ces années entre leurs mains. Alors, Def Jam va essayer de se faire un peu d'argent grâce à leur nouvel artiste préféré, mais ils se retrouveront bien vite comme des cons quand ils comprendront qu'il est impossible de sortir la mixtape commercialement en tant que P. En effet, le nombre trop important de samples, ainsi que le désaccord de certains groupes concernant les copyrights, mettront en péril le projet et Nostalgia Ultra ne restera qu'une simple mixtape gratuite et donc non rentable pour le label. Quel dommage. Like, damn, you know, hip-hop really is about, it seemed like it's about like fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. But everybody in hip-hop discriminates against gay people. To me, like, that's one of the standards of hip-hop, is to be like, yo, you fag, you gay. Matter of fact, the exact opposite word of hip-hop, I think, is gay. Like, yo, you play a record and it's like whack, that's gay, dog. You know, if it's good, that's that hip-hop right there. You see what I'm saying? It's like the exact opposite. So it's like me speaking for my entire culture, or me looking at my rappers out there, hip-hoppers discriminate against gay people. Mm-hmm. They feel like they can't act. Hold on one second. Everybody, don't throw me off. I really want to say this. I want to say this to America. I want to... Speak your mind. No, he was just throwing me off just slightly. I wanted this to just come on TV and just tell my rappers, just tell my friends, like, yo, stop it, fam. Mm-hmm. Like seriously, that's really discrimination. Le 4 juillet aux États-Unis correspond au jour où la nation célèbre son indépendance. Frank l'avait bien compris, puisque le 4 juillet 2012, il prendra lui-même son indépendance vis-à-vis de tous les codes semi-dogmatiques qui entourent la musique urbaine. Voici la déclaration d'indépendance de Frank, cette lettre ouverte, écrite sur TextEdit. Cette capture d'écran qui pourrait paraître dérisoire si on n'en lisait pas le contenu. Qui que tu sois, où que tu sois, je commence à penser qu'on se ressemble tous. Des humains tournant autour de la noirceur. Tous voulant être touchés, écoutés, remarqués. Il y a 4 étés, j'ai rencontré quelqu'un. J'avais 19 ans, lui aussi. On a passé cet été et l'été d'après ensemble, presque tous les jours. La plupart du temps, je le voyais lui et son sourire. J'ai écouté ses conversations et ses silences. Jusqu'à ce que ce soit l'heure de dormir, sommeil qu'on partageait ensemble souvent. Au moment où j'ai réalisé que j'étais amoureux, c'était devenu malsain, sans espoir.
Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de négociation avec les sentiments, pas le choix. Il a été mon premier amour, ça a changé ma vie. À ce moment, mon esprit se remémorait les filles avec qui j'ai été. Celles qui ont compté pour moi, celles dont je pensais être tombée amoureux. Imagine être jeté d'un avion. Mais ce n'était pas un avion. C'était une Nissan Maxima, la même voiture que j'avais prise avec mes bagages pour rouler jusqu'à Los Angeles. J'étais assis là, j'avais dit à mon ami tout ce que je ressentais. Il m'a fait une tape dans le dos, m'a dit des choses gentilles. Il a fait de son mieux, mais ne pouvait pas admettre la réciprocité. Il devait vite rentrer. Il était tard et sa petite amie l'attendait en haut. Aujourd'hui, j'ai écrit 2 albums, celui-là étant le second. Je voulais créer un monde plus optimiste que le mien. J'ai essayé de gérer des émotions insurmontables. Je suis un peu surpris de voir jusqu'où ça m'a mené. Merci, à mon premier amour. Je t'en suis reconnaissant. Reconnaissant parce que même si tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, que ça me paraissait jamais suffisant, ça l'a été. Certaines choses ne sont jamais, et nous avons été. Je ne t'oublierai pas, je n'oublierai pas l'été. Je me sens comme un homme libre. Si j'écoute attentivement, je peux entendre le ciel tomber aussi. Le cœur brisé de 2008, celui qui aura autant détruit Franck que nourri son art, prendra enfin une place assumée dans sa musique et dans sa vie. Si avec Nostalgia Ultra, Franck s'en tapait totalement des droits d'auteur, avec son premier album, il s'en foutra de l'avis des autres pour assumer pleinement qui il est. Un homme qui aime des femmes et des hommes. Ocean commencera à soigner son cœur meurtri en écrivant l'intégralité des paroles de l'album Channel Orange en seulement 2 semaines. Le reste de sa thérapie durera 9 mois de dur labeur, où Franck et son compère de studio, Malay, produiront l'album avec le $1 million 7 fois avancé par Def Jam. Mais bientôt, une nouvelle frustration verra le jour, quand les journalistes ayant écouté son album en session d'écoute presse viendront focaliser leur analyse non pas sur ses expériences, mais plutôt sur le tampon gay qu'ils verront en grand sur son front. C'est pour cette raison que Franck publiera cette lettre ouverte sur son Tumblr 6 jours avant l'apparition de son album, pour éviter aux journalistes de faire des spéculations hasardeuses sur son orientation sexuelle. Franck Océan n'est pas gay, ni hétéro, ni bi. Franck Océan, c'est un humain qui va expérimenter plusieurs choses dans sa vie. Franck Océan va juste se laisser porter par la vie et non pas par des dogmes à la con. Ses expériences sexuelles ont en effet contribué à la personne qu'il est aujourd'hui, mais elles ne le définissent pas. Et franchement, qu'est-ce que les émotions ont à voir avec un estampillage bi, gay ou hétéro ? Franck Océan ne revendique pas être gay, il parle juste de l'amour avec un grand A. Et c'est certainement pour cette raison que Channel Orange, sorti le 10 juillet 2012, sera un des meilleurs albums que j'ai pu personnellement entendre de toute ma vie. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Pilot Jones, Pilot Jones. We'll run to the future, shining like dust in the heat of it all. I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong. Si avec la mixtape Nostalgia Ultra, Franck jouait avec le médium d'une cassette, pour Channel Orange, il privilégiera la télévision. Channel, en anglais signifiant à la fois la chaîne de télévision, mais aussi le fait de gérer des émotions fortes. Orange, quant à lui, viendra à la fois évoquer un été idyllique, ou, comme vous l'aurez compris, sa relation amoureuse avec l'homme dont il parle dans sa lettre. L'album parlera donc de cette image de l'été, belle, idéalisée, naïve et innocente, remplie d'aventures et d'amour, mais le tout contrebalancé par des émotions fortes, positives autant que négatives. Tout ce voyage à travers les mémoires de Franck se feront par le biais d'une télévision, changeant de thème en changeant de chaîne. La première chanson sera une suite directe à sa lettre ouverte. No, I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house, I could sell you an item. Think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kissed you. Fighter jets, I don't get to fly. Franck nous mettra pendant 3 minutes 20 à sa place, pendant cet été 2008. Si d'ordinaire évoquer un ex peut faire ressortir de la rage, de la tristesse, voire du désespoir, Franck utilisera sa sagesse et son nouvel amour pour la vie pour nous transposer la magie de la mémoire. Bien que tout ne se soit pas passé comme il l'avait prévu, Franck chérit les bons moments passés avec son amour. De cette instrumentalisation minimale prédominera sa voix et surtout
toutes les couleurs de sa voix. Comme une transcendance éternelle, le sentiment prédominant dans l'histoire de cette relation, aussi étonnant soit-il, sera la gratitude pour cet homme qui ne l'aime pas en retour. And I remember, how could I forget how you feel? You know you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Oh no, no. On enchaîne ensuite avec l'interlude Fertilizer. Dans le cadre de l'album, il est indéniable que ce titre fait ici office d'une publicité comme celle à la télévision. Mais concernant les paroles, on sent tout de suite qu'on va bientôt plonger dans la noirceur dont il fait aussi référence dans sa lettre. Sierra Leone racontera l'histoire fictive de Frank et de sa petite amie, qui après avoir fait l'amour plusieurs fois sans protection, se retrouveront avec un bébé dans les bras, sans salaire, ni appartement. Mais en connaissant la vie de Frank Ocean, cette chanson prend un tournant encore plus dramatique. Le personnage principal rencontre une certaine forme de rédemption à la fin de la chanson et donnera tout ce qu'il pourra pour que cet enfant soit heureux. Frank Ocean parle d'un jeune père qui a peur de cette nouvelle responsabilité, mais qui prend son courage à deux mains pour voir son enfant grandir. Le personnage que Frank incarne préfère rester et ne pas disparaître, à l'inverse de son propre père. Sweet Life parlera cette fois d'un possible love interest avec une personne tellement déconnectée de la réalité à cause de sa richesse, mais la chanson s'intéressera surtout au risque que cette personne riche prend en consommant autant de drogue. Car à force de vivre de manière si surréelle, cette personne, sans s'en rendre compte, tombera peu à peu dans la dépression. Et voilà une transition parfaite pour explorer le reste de l'album avec le nouvel interlude Not Just Money. Having a home and living on the streets. That's what it is. It's not just money. It's so much more than that. Contrairement aux idées reçues, la voix de cet interlude n'est pas celle de la mère de Frank, mais de Rosie Watson, la mère d'un ami à Frank faisant aussi partie du collectif Dot Future. Ce véritable enregistrement présente la figure maternelle faisant la morale sur le concept de l'argent. L'argent, ce ne sont pas que des chiffres, mais aussi une vie changée. L'argent peut changer des vies quand il te permet de passer de la survie à la vie. Mais qu'en est-il dans le cas où on a trop d'argent ? Personnellement, ça a été la première fois qu'un artiste, surtout urbain, me parle de gloire et de richesse de cette manière. Pour Frank et le narrateur de l'histoire, un jeune enfant de riche, l'argent rend malheureux, voire totalement dépressif. La richesse matérielle ne vaut rien quand c'est le vide dans ta vie sentimentale, quand les parents sont absents, quand les femmes sont attirées plus par ton compte en banque que tes beaux yeux, et quand tes amis sont faux. Alors, tu compenses par la drogue. Le narrateur de l'histoire, conscient de cela, met en danger sa propre vie en restant sur un toit peu sécurisé. Que ce soit volontaire ou non, il finit par chuter et mourir. Restons dans le thème de la drogue et de l'amour avec Pilot Jones. Rien que le titre en soi est fascinant de double sens. Pilot Jones peut référer à la fois au pilote des séries, premier épisode pour présenter la série aux potentiels producteurs. Frank parle ici du premier amour, comme un pilote avant de présenter la personne à ses parents. Pilote peut aussi parler du métier de pilote d'aviation. Vu que la chanson parle d'une femme addicte à la drogue, elle plane sans cesse. Jones, lui, fait référence au terme urbain jonesing, c'est-à-dire une notion de désir folle, voire totalement addictif pour l'autre. Pilot Jones, c'est l'addiction. Le Pilot Jones de Frank, c'est sa première petite amie. Mais le Pilot Jones de sa petite amie, c'est la drogue. Pilot Jones. Crack Rock paraît être une chanson plutôt funky et enivrante si on n'écoutait pas les paroles. Les deux niveaux d'interprétation évidents de cette chanson seront à la fois sur l'addiction malsaine et vicieuse à la cocaïne, mais aussi sur la war on drugs. La war on drugs, c'est la condition des ghettos africains remplis de dealers et de junkies, sans que le gouvernement ne lève le petit doigt pour changer les choses. Bien que certaines personnes de l'entourage proche de Frank soient eux-mêmes des junkies ou des dealers, ou les deux, Ocean pensera surtout à son grand-père dans cette chanson. Ancien addict au crack, il deviendra par la suite un mentor dans les réunions anonymes pour les alcooliques et les drogués, réunions auxquelles Christopher assistera petit. Alors ensuite, on passe à la chanson Pyramide.
Pour ceux qui connaissent Pyramide et pour ceux qui connaissent Franck Océan, vous savez que Pyramide est genre la chanson pour Franck Océan et pour l'album et pour sa carrière et pour les fans et pour tout. Donc je vous le dis, je vais faire une vidéo juste avec l'analyse de Pyramide. Parce que comme je disais, Franck Océan, c'est des détails. Et Pyramide, c'est un bijou dans l'analyse des détails. Je me suis rendu compte de trucs de fou en l'analysant. Je vous tease un peu, mais vraiment, je me suis rendu compte de trucs de malade. Donc, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo d'analyse complète de Pyramide qui va durer une bonne vingtaine de minutes, à mon avis, tellement il y a de trucs à dire. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que je me suis éclatée à la faire. Et donc, je vous laisse un petit peu en suspens par rapport à cette chanson. Voilà, ça me fait plaisir. Lost est une chanson qui ira exploiter le thème de la soumission d'une femme qui traversera le monde entier pour vendre la dope de son amoureux. Motivée par le mensonge de son homme, lui promettant d'avoir une belle vie pour la future famille qu'ils auront ensemble, la femme est à la fois perdue, sans repère, ni attachement matériel, mais aussi perdue dans sa propre tête, entre le danger de ses missions, l'appât de la richesse et l'amour qu'elle porte pour ce dealer qui finalement ne fait que de se servir d'elle. La chanson se termine abruptement, ce qui pourrait nous faire penser à une possible arrestation imprévue du couple de l'histoire, mais Franck changera aussi délibérément la chaîne et zappera sur un espagnol disant manos arriba, c'est-à-dire les mains en l'air, mais aussi sur une phrase introduisant le prochain thème qu'abordera l'album, la religion. Faith is the substance. Any other channel on the Si la chanson aux premiers abords peut paraître plus simplement écrite que le reste de l'album, faut se souvenir que Franck adore les doubles interprétations. Au départ, Monks fait une analogie entre lui, Franck Océan, la nouvelle star, la nouvelle idole des fans, en particulier féminine, et le Dalai Lama, chef temporel et spirituel dans la religion bouddhiste. En gros, dans la chanson, Franck Océan est une divinité et il se tape plein de groupies. Mais pas que. Bien que cette chanson soit au final une des plus dures à totalement analyser tellement Franck était dans son monde pendant qu'il l'a écrite, on comprend qu'il s'agit en fait d'une grande critique de la société occidentale, et en particulier dans la sacralisation des stars. Beyoncé est une queen, une reine, Kanye West dit explicitement qu'il est un dieu, Elvis Presley c'est le king. Bref, vous avez compris, c'est la société qui a donné à la nature humaine ce besoin permanent de diviniser les plus grandes stars. Si beaucoup sont à l'aise avec cette idée, Franck, non. Dépassé par ses groupies, il en appelle à la religion bouddhiste, une des religions qui se basera le plus sur le calme, la métaphore et la spiritualité pour le guider. À noter aussi que les moines bouddhistes ont des robes oranges. Maintenant vient le tour de ce pur bijou musical qu'est Bad Religion. Franck se présente lui-même dans la chanson en train de se confesser à un chauffeur de taxi à propos d'un amour non réciproque qui lui brise le cœur. Bon, maintenant on sait tous à qui il fait référence. La chanson commence avec un simple orgue et sa voix brisée, tout ça pour renforcer ce côté intimiste et spirituel de la confession de Franck à ce pur inconnu. Taxi driver, be my shrink for the hour, leave the meter running. It's rush hour, so take the streets if you wanna. Just outrun the demons, could you? En plus d'arriver à nous donner le tempo de la chanson, sa cinématographie et son ambiance générale en seulement 4 phrases, Franck continuera son coup de maître en utilisant une analogie magnifique pour exprimer cette émotion universelle qu'est le cœur brisé. L'amour, c'est une religion. Alors que le taxi apparemment musulman conseille à Franck de se tourner vers Dieu pour trouver ses réponses, Franck, devenu totalement paranoïaque, ira se liguer contre ce principe de culte d'un homme. Le même culte d'un homme qui est la base de n'importe quelle religion monothéiste. Il ira même comparer les religions monothéistes et sa religion à lui, c'est-à-dire son amour pour son ex, au massacre de Jonestown. Pour rappel, le massacre de Jonestown a été un événement tragique dans lequel Jim Jones, un prêtre apocalyptique, aurait envoûté plus de 900 personnes en leur disant de tous se suicider pour être accueillis dans la maison de Dieu, grâce à lui. Ils l'ont presque tous fait, simplement motivés par un homme lambda qui prétendait parler au nom de Dieu. Alors pour Franck, le culte d'un homme, qu'il soit religieux, idéologique ou simplement amoureux, est une chose qui amènera forcément la tragédie, la soumission malsaine et vraisemblablement
une certaine forme de suicide à l'arrivée. Mais une des raisons pour laquelle Bad Religion est une des chansons les plus poignantes et parlantes de la discographie de Frank Ocean, ce sera aussi grâce à sa musicalité. Que vous en soyez conscient ou non, Frank ira beaucoup jouer avec les dissonances musicales pour exprimer l'émotion voulue. Au moment même où il ira démontrer sa totale soumission à son amour et son cœur brisé, ce sera aussi le moment où Frank ira toucher la note la plus haute de la chanson. I told you don't curse me, no, no, no. But boy, you need prayer. I guess they couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. En plus de rappeler le cri de désespoir commun à tous, ce cri relate aussi le juste fait de tomber à genoux sous le poids de la tristesse et de l'amour. À l'approche de la fin de la chanson, Frank ira une nouvelle fois s'amuser des dissonances pour nous donner de purs frissons. Styrofoam car. I could never make them love me, never make them love me. Bien qu'on ne dirait pas, la modulation des notes de sa voix et de l'instrumentalisation derrière sont fausses, et donc pas harmonieuses. Évidemment, elles sont contrôlées par Frank, donc pas de là à nous faire saigner les oreilles non plus. Cette semi-fausseté vient finalement ajouter un gros argument à cette chanson. Frank demande à cet homme de l'aimer, mais avec les mauvaises notes. Il ne sait pas bien comment le faire, il n'arrive pas à harmoniser les notes, comme il n'a pas su trouver l'harmonisation dans sa relation amoureuse. Ah, et puis Frank crie, comme Prince. Passons ensuite à Pink Panther, l'avant-dernière chanson de l'album, en featuring avec André 3000. Cette chanson viendra parler d'un problème qu'à la fois la communauté religieuse et scientifique se dispute. Quelle est la connexion entre le corps et l'esprit ? Est-ce que c'est l'esprit qui fait partie du corps, ou le corps qui fait partie de l'esprit ? Et surtout, qui est en charge ? Frank se réfère à ce problème existentiel sur la question du plaisir. Plaisir éprouvé sexuellement avec des femmes, et plaisir ressenti émotionnellement avec un homme. Bien que la chanson soit écrite sous la forme de questions-réponses avec son sensei, en réalité il s'agira plutôt d'un dialogue entre sa conscience et son inconscient. La chanson se basera sur les stéréotypes de couleurs genrées, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Mais finalement, Frank, à la résolution de la chanson, dira plutôt ça. Si le gris évoque à la fois la matière grise, c'est-à-dire la conscience au-dessus du plaisir sexuel, la couleur évoque aussi la nuance, c'est-à-dire que Frank se résout à aimer à la fois homme et femme, tant que sa conscience le suit. La couleur bleue, ici, parlera surtout du sentiment de blues. Quelle que soit son orientation sexuelle, Frank sera toujours pointé du doigt et frustré par des dogmes qu'à la fois son cœur et sa conscience n'arriveront pas à suivre. I wanna see your pom-poms from the stand. Come on, come on. My fingertips and my lips, they'll burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my boy. You're running on my mind, boy. Un véritable honneur au film éponyme, pour rester dans le thème principal de la télévision, c'est surtout la fin de la chanson qui nous intéressera dans le cadre de cette analyse. Frank termine son conte en opposant les couleurs vertes et bleues. Le vert correspond à l'optimisme et le bleu à la tristesse, mais aussi au calme. Frank a enfin pris du recul sur sa situation et n'y trouve aujourd'hui qu'une expérience gratifiante pour sa vie, exactement comme le personnage de Forrest Gump dans le film. Forrest ira certes pleurer sur la tombe de Jenny,
mais en lui disant que tout va bien et que la vie est belle malgré son départ. Par sa conclusion avec cette chanson, on comprend que malgré bien des étapes difficiles, passant de la tristesse avec Thinking About You, de la frustration et paranoïa avec Bad Religion, Frank à ce moment trouve enfin la beauté dans la tragédie, de l'harmonie dans le chaos et de la vie dans le fini. Il a trouvé la voie du sentiment éternel, de cette gratitude pour cet homme et toutes les émotions qui ressortent quand il pense à lui. La dernière chose qu'on entend de l'album, c'est Frank qui éteint sa télévision. L'album est fini, l'expérience est finie. Frank n'a plus besoin de sa télévision pour évader son esprit, car il est en paix. Channel Orange, c'est un de ces albums qu'on peut appréhender comme on appréhende un livre. Les descriptions et émotions sont détaillées, mais il laisse assez de place à notre imagination pour y transposer notre propre histoire et nos propres sentiments. Channel Orange, c'est un livre qui parle d'une personne qui va trouver un passage au-delà de la tragédie, un passage où il trouvera sa vraie nature et où il acceptera, pour lui-même autant que pour son public. Cet album te permet d'aller vers l'avant avec l'esprit plus clair, de continuer ton chemin à toi, quelles que soient les tragédies de ta vie, celui qui te mènera vers un repos spirituel et une exaltation de la vie, surtout au moment où tu acquerras, comme Frank, cette capacité à regarder vers le passé, mais avec le sourire. Parce que finalement, la vie de Frank Ocean et de Christopher Bro, c'est la même que la mienne ou que la vôtre. Sauf que Frank, lui, il sait en parler avec les bonnes émotions, les bonnes rimes et les bonnes notes. Frank Ocean, lui, il sait crier. Alors merci Frank, et surtout, joyeux anniversaire Channel Orange.